Donc la diffusion vient de démarrer. Donc je redémarre. Bonjour à tous. Je sais pas pourquoi. Bonjour à tous. Donc je suis ravi de vous accueillir pour ce 5e webinaire du Collège CIK, en particulier en recevant Jean-François Fontaine, qui est médecin allergologue à Reims, mais également gérant d'e-Safe, qui m'a proposé cette thématique sur la transparence et en particulier le risque allergique. Edouard Seff, qui effectivement présentera un certain nombre de choses dans ce domaine. Étienne Baudouin, qui doit nous rejoindre, et Corinne Lepage, qui est effectivement sur son téléphone et qui nous évoquera les aspects légaux dans ces domaines-là. Je passe la parole d'abord à Jean-François, qui mènera donc ce webinaire. Merci Patrick. Bonjour à toutes et tous. Permettez-moi d'abord de remercier le CIK et Airlab de nous avoir proposé d'organiser ce webinaire, dont le thème nous a été un peu soufflé par l'actualité, bien qu'il ne soit pas directement lié. En effet, l'heure est à la digitalisation de nombreuses activités et on parle de plus en plus de transparence dans tous les domaines. Or, nous sommes plusieurs médecins allergologues à nous être impliqués ces dernières années dans des projets digitaux et nous avons eu l'idée de vous proposer une réflexion sur la e-santé, la notion de transparence et de ce qu'elle implique dans ce domaine, en citant notamment des exemples de réalisation au service de patients allergiques qui sont soutenus par l'ARCA, Drago, dont Edouard vous parlera un peu, donc e-Safe, transparence contrôlée sur e-Safe. Et nous remercions vivement Maître Corinne Lepage, que vous connaissez bien, qui est avocate, ancienne ministre de l'Environnement de 1995 à 1900. Présidente de CAP 21, fondatrice de l'association TRIS, de nous faire l'honneur de sa participation. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Edouard Seff, qui est également médecin allergologue, vice-président du syndicat des allergologues de CIFAN et cofondateur de l'application Drago, qui va nous brosser un panorama de la e-santé et de ses enjeux. Edouard, je te laisse la parole. Merci. Merci Jean-François. Alors voilà, il y a le diaporama qui devrait apparaître. Alors là, c'est la fin et c'est le début. Voilà, j'espère que tout le monde le voit. Alors, merci à tous. Merci à Patrick. Merci, merci à l'ARCA pour cette invitation. Le sujet qu'on m'avait proposé, on peut beaucoup parler dessus. Je vais essayer de résumer en 15 minutes. Donc, c'est la santé à l'ère du tout digital et de la transparence. Quel avenir pour l'information et l'amélioration de la qualité de vie des personnes allergiques? Alors, on sait que maintenant, avec les nouvelles technologies, l'information, elle est là. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des informations sur tout et n'importe quoi. Sauf que l'information, elle n'est pas toujours claire. Donc, au niveau de transparence, il y a encore du travail à faire. Parce que notamment, on sait que 70% de l'information vient des patients et vient pas forcément de sociétés savantes, de professionnels. Et donc, elle n'est pas toujours vraie, cette information. Et du coup, ce qui en découle, c'est qu'au niveau de la qualité de vie, si on n'a pas la bonne information, ça ne va rien changer, voire ça peut aggraver la qualité de vie des patients allergiques. Donc, c'est important que les professionnels, que l'ARCA, que les allergologues, que tout le monde s'implique dans les nouvelles technologies pour le bien-être des patients allergiques. Alors, diapo suivante. Donc, les allergies, en résumé, mais je pense que tout le monde connaît déjà un petit peu. On sait qu'il y a de plus en plus de gens allergiques. Il y aurait à peu près 1 Français sur 4 qui serait allergique actuellement. Et ça va continuer d'augmenter. On estime qu'on pourra peut-être monter jusqu'à 50% de la population en 2050. Donc, c'est vraiment un gros problème. C'est la 4e pathologie la plus chronique au niveau de l'OMS. Il y a 30-40 ans, c'était 2% et ça a été multiplié par 10 en 30-40 ans. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique. C'est des patients qui sont de plus en plus jeunes. Mais le bon côté, c'est qu'ils sont de plus en plus connectés, les patients jeunes. Donc, il y a des choses à faire de ce côté-là. C'est pas forcément des pathologies graves, il n'y a pas forcément de risque vital, mais encore que. Par contre, au niveau de la qualité de vie, c'est très dégradant quand on ne peut pas sortir à cause des pollens, quand on ne peut plus manger chez les copains à la cantine parce qu'on a des allergies alimentaires, quand on a des réactions cutanées et que ça se voit au niveau du visage, pour la vie sociale, ça a un impact fort. Donc, il y a quand même un retentissement des allergies qu'il ne faut pas négliger. C'est pas juste la goutte au nez, c'est pas une rhinite allergique toute simple. Donc, ça peut être à la fois des allergies respiratoires, des allergies cutanées, des allergies alimentaires, des allergies médicamenteuses de plus en plus. Ça touche tous les domaines de la vie.
Diapo suivante. Donc, la e-santé dans tout ça. La e-santé, en fait, c'est un nouveau terme. C'est en fait l'ensemble de l'application des nouvelles technologies, de l'information, de la communication dans tous les domaines de la santé. Et on sait que la santé, c'est le bien-être physique, psychique et social. Donc, c'est quelque chose de très, très, très large, la e-santé. Ça peut être donc ce qu'on appelle la télémédecine. Souvent, on pense déjà à ça en premier plan. La télémédecine, maintenant, tout le monde connaît la téléconsultation. Depuis un an, ça a explosé. Donc, la téléconsultation, c'est entre un médecin et son patient qui vont discuter. Donc, ça peut être un allergologue et un patient allergique. Donc, c'est comme une consultation au cabinet, mais par vidéo. La téléexpertise, ça va être entre deux médecins. Donc, c'est un médecin généraliste, par exemple, qui va demander à un médecin allergologue son avis sur un dossier. La télésurveillance, la téléassistance, donc ce ne sera pas forcément en allergologie, ça va être pour d'autres choses. Ça va être par exemple pour les apnées du sommeil, pour les holters, le patient va avoir un appareil qui va enregistrer les paramètres vitaux et on va récupérer les paramètres par la suite et on va analyser tout ça. Ou ça peut être par exemple pour tout ce qui est mécanisme, les défibrillateurs implantables qui peuvent être connectés et le cardiologue peut savoir que son patient qui a cet appareillage est en train de faire un trouble de rythme et on peut intervenir rapidement. Donc ça vraiment, il y a beaucoup d'évolution de ce côté-là et on sait que c'est le futur. La régulation médicale, bon ça c'est le SAMU, c'est le 15, tout le monde connaît. Maintenant, on a aussi la santé mobile, la M-santé, donc de plus en plus, on s'oriente vers des applications parce qu'on sait que maintenant, plus de 90% de la population a un smartphone et les gens passent plusieurs heures par jour connectés sur leur téléphone, sur des applis, sur des sites, sur tout ça. Donc ça, c'est la télésanté. Et à côté de ça, on a la e-santé encore plus large avec tous les logiciels à l'hôpital, au cabinet, le big data, tout ce qu'on a sur Internet. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. Et on sait que les pouvoirs publics ont décidé d'investir là-dedans. Il y a une agence du numérique en santé et il y a beaucoup de projets, beaucoup d'évolutions de ce côté-là. Diapo suivant. Donc, en allergologie, on sait que ça a pas mal bougé depuis pas mal d'années, depuis un an, avec la pandémie, parce que du coup, ça nous a obligés à faire autrement. Et notamment, on a fait des webinaires, parce qu'on ne pouvait pas se voir physiquement, en réel. Donc, on a pu communiquer par webinaire. On a pu communiquer avec les patients, avec leurs médecins, par téléconsultation. Il y a les réseaux sociaux qui ont beaucoup fait parler, en bien ou en mal, mais ça a bien fonctionné. Et depuis quelques années, il y a des applis de plus en plus parce qu'on sait que les gens ont des smartphones et ils utilisent leur smartphone. Donc, on essaye d'utiliser cet outil-là pour la e-santé. Diapositive suivante. Donc, les enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux, comme je le disais, ça peut être le dossier médical partagé. Donc ça, c'est un enjeu qui traîne depuis pas mal d'années, mais qui avance pour avoir tout dans sa carte vitale, avoir une puce et que chaque professionnel de santé puisse avoir accès à toutes les informations, les traitements, les antécédents, les allergies du patient. Il y a une lutte contre les déserts numériques qui est en cours. On sait qu'il y a des déserts médicaux. Ça va être compliqué de lutter contre ça pour les prochaines années. Par contre, on peut essayer de lutter contre les déserts numériques avec la fibre, avec l'Internet haut débit un peu partout, parce qu'avec la téléconsultation, une fois qu'on a tout ça, on a accès à tout de suite là où on est, même si on est sur une île déserte. Le big data, parce que toutes ces nouvelles technologies procure beaucoup de data et on sait qu'on peut les collecter, on peut les analyser, ce qui se fait en France, ce qui se fait à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, comparer tout ça et tirer des conclusions, tirer des analyses et essayer de faire avancer les choses. Et notamment avec l'intelligence artificielle, maintenant il y a de plus en plus de robots qui sont là pour analyser ces datas et pour proposer du coup des solutions aux patients et aux médecins pour faire avancer la santé. Les objets connectés, donc ça j'en ai parlé. Donc il y a des objets connectés tout simples et des dispositifs médicaux où là il y a un côté législatif, on va peut-être en parler après, qui est en train d'évoluer. La nouvelle législation est en cours d'évolution. La M-santé, donc avec les téléphones, et la cybersécurité, ça on en a parlé récemment avec les attaques de hackers sur les hôpitaux. Donc tout ça c'est bien, toutes ces datas c'est très bien, sauf que faut que ça soit sécurisé, faut que ça soit protégé, faut pas que les fichiers brûlent à Strasbourg parce qu'après si on n'a plus rien, on se retrouve assez embêté.
Et il y a notamment une société française de santé digitale dont je fais partie, qui a vu le jour, qui s'occupe d'un petit peu tout ça et qui s'occupe de travailler avec les différentes sociétés savantes de cardiologie, de pédiatrie, mais aussi d'allergologie. J'essaie de faire le lien entre les deux pour faire avancer les choses dans l'allergologie, mais avec le côté digital. Et ben, diapo suivante. Donc, avec le côté, les pouvoirs publics, donc l'Agence du numérique en santé, on a travaillé cette année notamment avec le répertoire opérationnel des ressources, donc le ROR. Le but, en fait, du ROR, c'est justement d'apporter de la transparence, d'apporter de la clarté et d'aider les patients. Qu'est-ce que c'est que le ROR? En fait, c'est un référentiel, c'est un répertoire qui, initialement, c'était plutôt hospitalier, c'était pour avoir le nombre de lits libres par établissement pour pouvoir transférer des patients s'il y avait des lits disponibles. L'idée, c'est d'étendre ce dispositif aux professionnels libéraux pour savoir qui fait quoi en France, pour que le jour où un médecin généraliste, par exemple, a un patient qui a une allergie médicamenteuse, par exemple, et il va regarder dans le ROR, il va se dire, bah, tiens, tel allergologue est spécialisé en allergie médicamenteuse, je vais lui adresser mon patient. Ou tel autre, il a une allergie cutanée, il faut faire des patch tests, et ben, je vais l'envoyer à un autre allergologue qui fait des patch tests. Donc ça va se mettre en place. Alors, il faut que, c'est un gros travail parce qu'il faut référencer tous les spécialistes en santé, puis ça évolue. Chacun n'a pas les mêmes compétences. Il y a l'hôpital, il y a la ville. Mais en tout cas, ça va se mettre en place et ça va être un atout pour la transparence pour les patients, pour qu'ils soient mieux pris en charge, mieux et plus facilement, plus rapidement. Diapositive suivante. Les réseaux sociaux, donc j'en parlais un petit peu, donc il y a tout et n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de suivre les bons sites, les bons réseaux et les bonnes personnes. Et notamment, la Société française d'allergologie a enfin un compte sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, je crois aussi. Alors, ils n'ont pas encore beaucoup d'abonnés, mais c'est parce que c'est récent, mais c'est important de les suivre pour avoir les bonnes informations. Et ça, on les a tout de suite. C'est l'intérêt de ces réseaux sociaux. Et notamment, on a vu que avec la pandémie, avec les histoires d'allergie au vaccin qui ont beaucoup fait parler, et ben tout de suite, il y a eu des recommandations de la Société française d'allergologie. Il y a eu des vidéos, c'est ce que je montre sur, je ne sais pas si c'est très lisible, c'est peut-être un peu petit, mais je vous invite à aller sur les sites, sur les réseaux pour voir tout ça et pour avoir les bonnes informations. Diapositive suivante. Alors, il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Europe et notamment l'Académie européenne d'allergologie s'est mis dès l'année dernière au webinaire avec le congrès européen d'allergologie qui devait avoir lieu physiquement à Londres, mais tout a été fait en ligne. Et en fait, ça s'est très, très, très bien fait. C'était vraiment un super travail très complet. Et il y a eu 236 conférences en ligne. On pouvait tout voir tout en même temps. Tout est disponible depuis un an. Il y a eu 3283 posters en ligne. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui sont disponibles. C'est de l'information qui est fiable, alors qui est plutôt destinée aux médecins, aux professionnels, mais il y en a aussi pour le grand public. Il y avait des questions en direct, donc comme si on était dans un amphithéâtre. On pouvait poser des questions aux orateurs qui répondaient en direct. On pouvait discuter avec l'industrie pharmaceutique également. Donc vraiment un congrès complet, mais en ligne. Et ça va être réitéré cette année avec le congrès français d'allergologie au mois de mai, puis avec le congrès européen au mois de juillet. Diapositive suivante. Donc ça va être sans doute la norme dans les années qui vont venir. Sans doute que ce sera peut-être, j'espère, mixte. J'espère qu'on pourra quand même se voir un peu physiquement, mais il y aura toujours ce côté virtuel qui, maintenant qu'il a été mis en place, ça va faire. L'ARCA n'a pas été en reste, a fait aussi également des webinaires. Donc, sur plusieurs, ça, vous les suivez, vous les connaissez. Ils sont aussi en ligne. Il y en a sur les métiers de la qualité de l'air. Il y en a eu un sur la Covid-19, sur le télétravail, sur l'air intérieur. Et puis, il y en a d'autres qui vont suivre. Donc, ça, je vous engage à continuer de suivre tout ça. Il y en a aussi avec le réseau de TRISE, avec la relance économique écologique, qui fait aussi des webinaires sur tous ces sujets très intéressants. Diapositive suivante. Pour les patients, il y a également eu pas mal d'initiatives en ligne, notamment l'association de patients asthme et allergie à l'occasion de la journée française de l'allergologie. Le 16 mars, c'était juste là la semaine dernière. Donc, il y a eu beaucoup de choses en ligne. Il y a eu des chats en direct avec des allergologues. Donc, les patients pouvaient poser leurs questions directement en ligne et les allergologues répondaient. Il y avait pas mal d'informations. Il y avait des vidéos. Il y avait
il y a eu des posters qui ont été distribués, des flyers, tout était en ligne. Et possibilité après de répondre à des enquêtes pour avoir le ressenti des patients, pour pouvoir aussi avancer et voir ce qu'on peut faire de mieux pour l'année prochaine pour les patients. Donc là encore pas mal de transparence, c'était vraiment facile, c'était clair, c'était pas compliqué. Et le but c'est d'améliorer la qualité de vie des patients allergiques. Diapositive suivante. Alors, ça, oui, c'était la suite. Il y avait un site internet, ça je l'ai pas dit, qui a été créé à l'occasion de cette journée. Le sondage, j'en ai parlé, et puis la campagne digitale, j'en ai parlé un petit peu. Diapositive suivante. Donc, la téléconsultation en allergologie. Alors, il faut savoir que ça a commencé tout doucement, la téléconsultation en France. En 2019, il y avait eu à peu près 100 000 téléconsultations en tout et pour tout pour la France. En 2020, il y en a eu 19 millions. Donc, la Covid a fait exploser, la pandémie a fait exploser. Ça a rediminué par la suite, mais ça continue, c'est quand même resté dans les habitudes. Et la plupart des professionnels continuent de faire des téléconsultations parce qu'on sait que la pandémie n'est pas finie et que ça reste quand même un bon outil. Alors, ça ne va pas remplacer les consultations physiques, mais c'est une possibilité pour les patients qui sont loin parce que avec les déserts numériques, c'est quand même pratique. Quand le patient a 1 heure de route pour venir, 1 heure pour l'aller, 1 heure pour le retour, et quand ça peut se faire en ligne, c'est quand même beaucoup plus pratique pour lui. C'est plus pratique pour le médecin aussi. Avec le couvre-feu à 18 heures, voilà, on peut voir nos patients sans qu'ils aient besoin de sortir. On peut échanger différemment, on peut leur envoyer des ordonnances, on peut leur envoyer des conseils. Quand on fait une prise de sang, après, on peut leur expliquer les résultats de la prise de sang. Donc, il y a beaucoup d'avantages de la téléconsultation. J'ai demandé à Doctolib, qui est le premier, qui est le leader sur le marché français. Ils ont 161 comptes d'allergologues et en moyenne, les allergologues font 34 téléconsultations par mois en moyenne. Donc, c'est à peu près 1 par jour, 2 par jour. Donc, c'est un plus, ça ne remplace pas la consultation physique. Alors, on a quand même un recordman qui est fait 169 téléconsultations par mois. Donc, il en fait beaucoup. Il doit voir moins de patients physiquement que virtuellement. Mais en tout cas, voilà, ça se développe beaucoup. Diapositive suivante. Alors, l'ARCA, donc il y a eu pas mal de projets e-Allergo. L'ARCA est quand même très connecté en avance sur tous ces projets-là et je remercie encore Patrick pour tous ces projets, pour toute sa motivation là-dessus. eSafe, Jean-François va en parler juste après avec diapositive suivante. Du coup, moi, je vais vous parler surtout d'un autre projet que j'ai lancé avec d'autres allergologues qui s'appelle Drago. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est que nos patients sont tous très connectés, comme je le disais. Ils ont tous leur téléphone. Et les patients allergiques qui prennent un traitement de désensibilisation, c'est des traitements qui sont longs. C'est 3 ans de traitement avec des gouttes ou des comprimés à prendre tous les jours, toute l'année, donc pendant 3 ans. Et on sait que c'est compliqué et que les 3/4 des patients ne vont pas au bout des 3 ans. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser justement les nouvelles technologies pour les aider, pour les motiver. Donc, on a créé une application qui est gratuite, qui est à la fois pour les iPhones et pour les Android, qui est pour tous les patients. Et le but, en fait, c'est de les motiver à prendre leur traitement en leur proposant un mini-jeu. Donc, tous les jours, au lieu de faire une pause médicament, ils vont faire une pause jeu. Et ils vont prendre leur traitement qu'ils vont mettre sous la langue, ils vont lancer un jeu. Et quand le jeu sera fini, il faut prendre le traitement de 2 minutes. Quand le jeu sera fini, le jeu dure 2 minutes, et c'est bon, ils pourront passer à autre chose. Et plus ils vont prendre leur traitement, plus on va débloquer des jeux, plus ils vont avoir un petit avatar aussi, un petit dragon, on va le voir juste après, et le dragon va évoluer avec le traitement. Donc ça, pour les enfants, ils adorent, ils peuvent en plus personnaliser leur petit dragon, ils rajouter des lunettes, des piercings, des choses comme ça. Et c'est motivant, on va continuer. L'appli va améliorer le traitement. On remplit le questionnaire. Alors, diapositive suivante. La dernière fois, c'était fait une réponse en ligne. Voilà, le petit dragon, il peut personnaliser son avatar et il y a d'autres fonctions. Il y a un système de rappel pour être débloqué. Il y a des petits conseils, des effets secondaires. Et il y a des. Vous avez répondu à l'association que nous a envoyé. Un petit peu de science. J'ai du bruit derrière. Ils peuvent noter leurs symptômes et on va voir un peu l'évolution de leur traitement avec grâce à Drago. Donc ça, c'est pour conférence. Corinne, est-ce que vous pourriez couper votre micro? Ah ben je pense. Vous l'avez laissé ouvert. Pardonnez-nous. Et c'est bon. Diapositive suivante. Voilà à quoi ça ressemble.
Donc, on voit à gauche la petite fenêtre. Donc, ça, c'est au tout début. Au début, il va avoir juste un petit œuf de dragon. Et au fur et à mesure qu'il va le prendre, là, on voit tout à droite, il va avoir un super dragon. Alors, ça peut être le bébé dragon, puis le dragon adolescent, puis ensuite le super dragon. On va pouvoir lui rajouter voilà, des ailes d'une couleur, des cornes d'une couleur. Donc, ça, chez les jeunes, ils adorent. Les petits jeux. Donc, ça, c'est la deuxième image. Donc, il y en a plusieurs. Chaque jour, il pourra faire un jeu différent. Alors, ça peut être tout simple, ça peut être juste du dessin. Ça peut être des quiz. Donc là, on va essayer de faire ce qu'on appelle du serious gaming, essayer de faire un petit peu d'éducation thérapeutique grâce à ce jeu-là et apprendre aux patients des choses sur leurs allergies. Ou ça peut être un petit truc pour se défouler. C'est la troisième diapo, c'est un tape acarien. Donc c'est comme les captaupes, mais tous les jours, ils vont essayer d'éliminer les acariens de leur lit pendant 2 minutes. Voilà. Diapositive suivante. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Pour les questions, on verra ça sans doute plutôt après. Et je vais passer la main du coup à Maître Lepage. Merci à tous. Merci Edouard pour ce panorama très complet et très clair concernant la e-santé. Et c'est vrai que ces nouveaux usages en fait impliquent des réflexions concernant la responsabilité morale et juridique des différents acteurs qui interviennent dans le digital. Et remercier effectivement Maître Lepage maintenant de nous donner son expertise concernant cette responsabilité, la notion de transparence. Patrick, je crois que ton micro est ouvert. Patrick Elisabeth, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Patrick, tu vas prendre la main et puis on va t'excuser auprès de l'audience. Couper ton micro, s'il te plaît. Patrick. Patrick, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, de sorte que Maître Lepage puisse intervenir? Patrick. Bon. Il n'a pas coupé son micro. Par un mauvais. Ça me chagrine, tant pis. Patrick. Alors attends, Jean-François, juste pour. Patrick doit être en ligne avec Étienne Baudouin qui pose un problème et il n'a pas décroché. Effectivement, il n'a pas raccroché son micro. On a eu le même problème avec Corinne à l'instant. Alors, on vit là un des problèmes du tout digital, justement. C'est clair. Qui est la difficulté d'organiser parfois certains webinaires. Bon, je pense que… Corinne, c'est à Corinne Lepage. Voilà, donc merci. C'est à moi de parler? Oui, merci Maître d'intervenir. Et je crois que vous avez des difficultés de vidéo. Voilà, mais oui, parce que vous avez annoncé que tous les micros étaient fermés. Moi, je pensais que mon micro était fermé par vous, ce qui se fait généralement dans les webinaires pour que le son soit meilleur. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne savais pas que mon micro était ouvert. Voilà, tout d'abord, je vous prie de m'excuser. Vous ne me voyez pas parce que je suis sur mon téléphone et que je n'arrive pas à mettre l'image. Voilà. Donc, je vais m'exprimer une petite dizaine de minutes, peut-être sur un sujet un peu, pas différent, mais la question qui m'a été posée, c'est les exigences de transparence et de responsabilité morale et juridique des intervenants industriels, professionnels, applications et consommateurs. Donc, ce n'est pas un sujet qui est propre à l'e-santé, je dirais que c'est un peu plus général sur la responsabilité des produits et les droits des consommateurs par rapport à ces produits de manière générale, avec les questions de responsabilité et les questions propres à la nature du produit et sa dangerosité éventuelle ou sa toxicité éventuelle ou sa malfaçon éventuelle et les questions d'étiquetage. Donc, c'est plutôt là-dessus que je vais m'exprimer. Alors, les produits de santé, puisque c'est de ça dont nous parlons, les produits de santé sont soumis, comme les autres produits, à la législation concernant les produits défectueux. C'est une législation communautaire, c'est une directive du 85 que nous avons beaucoup traîné à mettre en œuvre. Il nous a fallu pas moins de 3 lois, 19 mai 98, 9 décembre 2004 et 5 avril 2006. Et 2 arrêts de la Cour de justice pour se plaindre de ce que nous ne transcrivions pas pour que nous le fassions convenablement. Alors, ce texte est très intéressant parce qu'en fait, il donne un droit du consommateur à une responsabilité sans faute du producteur dès lors que le produit est défectueux.
C'est-à-dire qu'un produit doit remplir un certain nombre d'éléments, il ne les remplit pas, il est défectueux, c'est la responsabilité du producteur, il n'y a pas de faute à aller chercher. Donc c'est effectivement très favorable aux consommateurs. La prescription est de 3 ans et le délai définitif, c'est 10 ans après la mise sur le marché d'un produit. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très favorable aux consommateurs, qui joue pour les produits de santé, avec une exception. Pour les produits de santé comme pour les autres, qui est ce qu'on appelle le risque de développement. C'est quelque chose de très intéressant que les États n'étaient pas obligés de transcrire. La France a choisi de le faire. Qu'est-ce que c'est le risque de développement? C'est le fait qu'un producteur n'est pas responsable des conséquences négatives d'un produit dont il ignorait à l'époque où il l'a mis sur le marché, compte tenu de l'état des connaissances que ce produit pouvait avoir ce risque. Donc, si vous voulez, c'est une disposition qui a été prise quelque part pour ne pas gêner trop l'innovation, parce que effectivement, on ne peut pas, quand on met quelque chose sur le marché, on prend toutes les garanties possibles, mais l'état des connaissances fait qu'on ne peut pas tout savoir. Alors, il y a une limite à cela, c'est qu'effectivement, alors ça, c'est pas vrai pour les produits de santé, mais c'est vrai pour d'autres produits, notamment, je pense à toutes les controverses autour des produits phytosanitaires, que quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et donc, effectivement, beaucoup d'entreprises ont trouvé très malin d'éviter de faire un certain nombre de recherches qui pouvaient conduire à des choses qui n'étaient pas très agréables pour eux, en disant bah, l'état des connaissances, il ne nous permettait pas de savoir. Donc, il y a quand même une limite, je dirais, à cette histoire de risque de développement, mais je pense que pour les produits de santé, ça joue tout à fait pleinement. Alors, c'est une législation qui est très positive, qui est très favorable pour le consommateur, sauf qu'il n'est pas obligé de passer par cette voie. C'est-à-dire que la voie classique, le droit commun, de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité extra-contractuelle, reste valable. Donc, un consommateur qui s'estime lésé par un produit de santé, qui n'a pas eu l'effet qu'il escomptait ou qui a eu un effet négatif, peut choisir entre une responsabilité civile de droit commun ou la responsabilité du fait des produits défectueux, sans oublier, bien entendu, le risque pénal qui n'est jamais totalement absent lorsque on peut imaginer qu'il y a une mise en danger délibérée d'autrui. Voilà, s'agissant de la mise en danger délibérée d'autrui, je rappellerai quand même que c'est un concept juridique qui est quand même très peu appliqué, parce qu'il implique la violation délibérée, c'est-à-dire volontaire, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. C'est pour ça que vous avez si peu de cas et finalement, c'est une responsabilité qui est extrêmement encadrée. Alors, reste ensuite, bien entendu, qui concerne l'étiquetage, qui est un élément très important de la transparence, qui là aussi repose sur une législation qui est à la base communautaire, avec des sigles qui sont partagés au niveau communautaire et avec des dispositions particulières en ce qui concerne la présence d'allergènes. Le fait que les allergènes ne soient pas précisés sur les étiquettes, que ce soit le produit ou l'emballage d'ailleurs, engage bien entendu la responsabilité de son auteur. Et le fait que l'on retrouve des allergènes dans un produit dans lequel il ne devrait pas y en avoir, là aussi on retombe sur ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire à minima, le produit défectueux. À minima, ça peut aller plus loin. Parce que comme vous avez là une obligation particulière de sécurité et de prudence d'indiquer les allergènes, si vous ne l'avez pas fait et que ça a des conséquences désastreuses pour une personne, il y a un risque pénal qui me paraît tout à fait clair. Alors, cette question de la transparence et de l'information, c'est quand même un sujet qui est tout à fait au cœur de tous les débats contemporains. Le droit à l'information et celui de la participation d'ailleurs, mais qui n'est pas en jeu ici, est un droit qui est reconnu constitutionnellement, c'est-à-dire que la charte de l'environnement, qui certes vise l'environnement, mais joint la santé à l'environnement, ce qui est tout à fait normal, entre nous soit dit, reconnaît un droit à l'information.
des populations. Alors certes, c'est un droit qui est mis à la charge des pouvoirs publics. Hein. Je rappelle l'article 6. Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations retenues relatives à l'environnement détenues par des autorités publiques. Donc, ça ne s'applique pas au privé, mais indirectement, ça peut s'appliquer à lui. Et ce droit à l'information est vraiment quelque chose qui est de plus en plus réclamé et de plus en plus, je dirais, judiciarisé, parce qu'il y a aujourd'hui énormément de contentieux sur les défauts d'information qui peuvent figurer à l'appui des produits. Et je renvoie notamment à tout ce qui concerne les informations. Alors là, ce n'est pas directement l'étiquetage, mais sur les notices d'information et sur les effets secondaires potentiels des produits. Là, je sors de la question de l'allergie pour parler des produits de santé de manière plus générale, mais ce sujet des effets secondaires et de l'utilisation des produits, c'est quand même un sujet très important. Je rappelle toute la controverse qu'il y a, l'arrêt n'est pas encore rendu, enfin le jugement n'est pas encore rendu dans l'affaire Servier. Au départ, c'était bien l'utilisation d'un produit médical pour un usage qui n'était pas initialement prévu, mais avec un flou artistique, si je puis dire, sur l'usage qui pouvait en être fait. D'où l'importance d'être très précis dans la destination, l'usage des médicaments et des produits de santé en général. Voilà, j'ajouterais que mon expérience d'ancienne députée européenne m'a montré l'importance du sujet sur tout ce qui concerne les produits de santé en général et les produits dits médicaux, mais qui ne sont pas forcément des médicaments. Il y a énormément de produits qui sont considérés comme des produits de santé ou à usage médical. Ça va des pansements au masque en passant par tout ce que vous pourrez imaginer. Et sur tous ces produits-là, la question effectivement d'une information correcte du public est un sujet qui est consubstantiel, si je puis dire, du droit communautaire. On ne conçoit pas aujourd'hui une disposition communautaire sans qu'il y ait derrière un droit à l'information et la responsabilité de celui qui ne donne pas l'information qu'il devrait donner. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, ça paraît totalement basique, ce que je suis en train de dire, mais en réalité, vous savez très bien, parce que vous êtes des hommes et peut-être des femmes, bien qu'il n'y ait pas d'intervenante femme en dehors de moi, apparemment, du monde médical, que tout ça ne va pas forcément de soi et qu'il y a énormément de controverses sur les impacts ou non d'un certain nombre de produits de santé ou à usage médical, et que le débat sur l'information fait remonter au débat sur les études qui sont prises en considération par les autorités publiques pour autoriser ou ne pas autoriser tel ou tel produit, et fait remonter encore d'un cran sur les études qui sont prises en considération par les organismes d'expertise, que ce soit Agence du médicament, EFSA, ANSES, tout ce que vous voudrez, pour autoriser des produits de santé. Et donc ça nous renvoie à des sujets qui sont beaucoup plus délicats, avec des cahiers des charges qui aujourd'hui sont très discutés, avec le renvoi à ce que certains appellent la mauvaise science, la bad science, pour écarter un certain nombre d'études qui peuvent ne pas forcément plaire à tout le monde. Voilà, donc en fait, sous couvert de quelque chose qui paraît complètement simple et évident, qui est l'étiquetage et l'information, en réalité, on a des questions posées qui sont beaucoup plus délicates et beaucoup plus fondamentales. Voilà, j'ai essayé de tenir dans les 10 minutes que vous m'avez imparties pour répondre à pour répondre à la question que vous m'aviez posée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maître Lepage. Édouard, tu voulais reprendre peut-être la main?
Eh ben, merci, Maître Lepage. Je vais prendre la suite de la modération pour présenter du coup le docteur Jean-François Fontaine, donc, qui est allergologue, qui est président de l'ANAFORCAL, qui est aussi à la Société française d'allergologie, à la Fédération d'allergologie, et donc cofondateur de l'application eSafe, ainsi que le docteur Étienne Baudouin, qui est également allergologue à Metz, également cofondateur de eSafe, qui est allergologue et médecin interniste, et qui vont vous parler, toujours sur le même thème, dans la même lignée, de l'étiquetage alimentaire et la responsabilité morale et juridique des différents intervenants, et notamment parler de l'étiquetage des produits alimentaires et cosmétiques, et notamment d'eSafe. Et c'est à vous. Étienne est en ligne. Hein. Étienne est en ligne. Merci Edouard. Bonjour Étienne. Étienne, tu as pu te connecter. Oui, bien pour terminer ce webinaire, Étienne et moi, en fait, vous proposons de parler d'étiquetage des produits alimentaires et cosmétiques parce que même hors période de confinement, c'est une frontière pour la personne allergique à ne pas dépasser pour éviter un certain nombre de problèmes qui peuvent être relativement graves. Diapositive suivante. Patrick, diapositive suivante. Oui, ce problème d'étiquetage, en fait, est un problème assez ancien, donc qui est légiféré, hein, donc qui fait l'objet d'une législation au niveau européen, mais également dans d'autres pays, avec quelques petites différences selon les pays, et qui fait l'objet régulièrement de publications, tant en ce qui concerne l'étiquetage alimentaire que l'étiquetage cosmétique. C'est une préoccupation importante pour les patients allergiques, pour les allergologues, donc, mais l'étiquetage intéresse également l'ensemble des consommateurs hein, qui peuvent prêter attention à un ingrédient en particulier pour d'autres raisons qu'une pathologie allergique. Toujours est-il que nous, allergologues, sommes confrontés assez régulièrement à la compréhension que peuvent avoir les patients de cet étiquetage et que nous nous sommes intéressés relativement tôt donc, aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. C'est une question évolutive, toujours d'actualité, et donc à propos de laquelle on vous propose une petite réflexion concernant ces difficultés que peuvent rencontrer les consommateurs, allergiques ou non. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Patrick, diapositive suivante. Patrick, oui. Alors, pour ce qui concerne l'étiquetage alimentaire, on rappelle que en Europe, 14 allergènes, pour ce qui est des allergiques, 14 allergènes sont étiquetage obligatoire. Vous en avez la liste donc à droite. Et cet étiquetage, bon, d'une part, est parfois insuffisant pour des personnes qui sont allergiques à d'autres allergènes que soit l'étiquetage obligatoire, et d'autre part assez contraignant pour les industriels, hein, donc c'est bien compréhensible, mais donc certaines difficultés nous sont régulièrement remontées, en particulier donc en fonction du packaging, il peut y avoir parfois donc un problème de place pour indiquer toutes les mentions obligatoires imposées donc pour un étiquetage alimentaire, de la même façon qu'on peut rencontrer un problème de place pour les étiquetages cosmétiques. Diapositive suivante, Patrick. L'étiquetage cosmétique fait également l'objet d'une législation qui est un petit peu différente. La liste des ingrédients complète doit figurer sur l'emballage. Par ordre décroissant en fonction du poids de l'ingrédient en question. Et sur le plan de cet étiquetage cosmétique, en fait, seuls 26 parfums sont désignés comme devant faire l'objet d'une mention spéciale, idéalement en gras, parce qu'ils sont considérés comme plus particulièrement allergisants. Diapositive suivante. Cet étiquetage, diapositive suivante, a des limites. Patrick. On va prendre les unes après les autres. Diapositive suivante, Patrick. Parmi ces limites, donc, on peut revoir la liste des allergènes à étiquetage obligatoire et si l'on prend celle des allergènes alimentaires, on remarque bien évidemment qu'elle est limitée aux 14 allergènes alimentaires les plus courants et qu'elle nécessitera sans doute d'être actualisée à l'avenir pour tenir compte d'allergènes émergents.
Nous verrons aussi quelques exemples de problèmes de compréhension ou de conformité de l'information figurant sur les étiquetages. Et puis, il y a un problème de lisibilité de l'étiquetage qui dépend de la taille de police, de l'ordre des ingrédients, parfois de défaut de contraste, donc d'un problème également de séparation entre les ingrédients, donc par des points ou des virgules, de façon à en améliorer la lisibilité. Et puis, on dira un tout petit mot de l'étiquetage de précaution, que l'on voit également donc utilisé dans les aliments donc les aliments donc préemballés. Alors sur le plan des limites, pourquoi peut-on dire qu'il y a seulement 14 allergènes à étiquetage obligatoire? Eh bien parce que si on reprend ici donc les statistiques concernant l'anaphylaxie sévère chez l'enfant et chez l'adulte aux aliments, on voit qu'un certain nombre d'allergènes émergents, comme le sarrasin, le lait de chèvre ou le lait de brebis chez l'enfant, le sarrasin ou les viandes de mammifères chez l'adulte, eh bien, ne font pas partie des allergènes obligatoires, et il y aura certainement à l'avenir d'autres allergènes qui ne font pas partie de cette liste des 14 allergènes et qu'il faudra actualiser. Alors, actualiser en légiférant, mais actualiser peut-être aussi donc, en faisant part donc, aux consommateurs et aux industriels des observations des médecins, et en particulier des médecins allergologues. Diapositive suivante. Alors, en termes de compréhension et de conformité de l'information, on rencontre un certain nombre de problèmes. Le premier dont je vais vous parler, et Étienne vous parlera des suivants, c'est que les ingrédients peuvent être nommés sous une forme assez peu explicite pour le consommateur. Ici, vous voyez à gauche une sauce pesto, ou une sauce non tomate, pardon, qui contenait donc du fromage pecorino. Et le consommateur donc, qui a souffert d'une allergie donc, avec cette sauce, qui était allergique au lait de brebis, en fait ne savait pas que le fromage pecorino était à base de lait de brebis. Donc là, on a un problème donc, de compréhension de l'information. Parfois un problème également d'élimination. Il est ici donc, nommé sous forme de fromage uniquement, et donc la mention laine n'apparaît pas clairement comme donc présent en fait dans cet aliment. Diapositive suivante. Je crois que si Étienne peut prendre la main, il avait d'autres exemples à nous donner. J'espère que vous m'entendez correctement. Oui. Oui, on t'entend, Étienne. On t'entend. Parfait, c'est parfait, j'ai bien eu du mal. Alors effectivement, merci Jean-François. Et je prends la main en vous donnant quelques exemples sur des étiquetages défectueux des allergènes alimentaires. Une petite précision par rapport à ce que dit Jean-François, c'est qu'initialement la liste était initialement de 12, elle est passée à 14 en ayant rajouté de mémoire les mollusques et le sésame. Comme quoi les choses évoluent. Alors, si on commence à s'intéresser un petit peu pour connaître l'ampleur du problème, on peut voir au niveau européen qu'il existe un système d'alerte qui signale les problèmes relatifs à l'alimentation humaine et animale, et qui rassemble les pays de la communauté européenne, auxquels on adjoint la Norvège, je crois, le Liechtenstein, la Suisse et l'Islande. Et chaque année, ils produisent un rapport, des notifications, et vous voyez qu'on est près de 4000 notifications, et les erreurs d'étiquetage arrivent en deuxième position, après les accidents des agents pathogènes, qu'il s'agisse des bactéries, mais également le norovirus qui touche les huîtres françaises, et avant aussi la présence de corps étrangers. Et si on revient un peu plus français, on peut aller sur le site de la DGCCRF, effectivement, on peut colliger les différents signalements et notifications, mais il y a un portail de la revue Process Alimentaire qui s'en charge et qui du reste est bien fait, mais malheureusement, je n'ai pas pu accéder à toutes leurs données en raison d'un incendie qui a touché leur hébergeur sur Strasbourg il y a quelques jours. Diapositive suivante. On va envisager quelques exemples. Merci Patrick, diapositive suivante. Ça c'est un cas personnel d'un enfant qui a consommé, vous voyez très bien, une barre à base de protéines d'insectes, et dans lequel vous pouvez trouver de la pomme, de la cannelle
et du caramel fabriqués en France et malheureusement, et ça est déjà dit tout à l'heure, Jean-François l'a rappelé, tout à fait lisible, de surcroît en anglais et en espagnol, et le gamin ne sachant pas lire l'anglais n'a pas vu qu'il y avait de la noix de cajou et a fait une anaphylaxie. Bien heureusement sans conséquences graves. Diapositive suivante. Désolé, c'est un petit peu lent à cause du réseau. Hein. C'est la raison pour laquelle Patrick… Voilà. Là aussi, c'est un exemple personnel. Là, c'est une sauce pesto. Vous voyez très bien que la traduction est très mauvaise. Lait de mouton, on s'y attend pas. Et surtout que la traduction est incompréhensible, noix de cajou, et la dénomination est latine, Anacardium occidentale, donc là, incompréhensible pour le consommateur. Diapositive suivante, merci. Toujours un peu lent, voilà. Oui, tout à fait. Alors, un autre exemple que j'ai été chercher également, là, c'est la présence d'un allergène non signalé. Vous voyez très bien que ce sont des barres de chocolaté de céréales qui contiennent de l'arachide. Il s'agit probablement d'une contamination lors du process. Et en fin de compte, on a l'impression que c'est une faute de l'industriel. En fin de compte, il a bien fait son travail dans la mesure où la qualité, le service qualité et la détection a permis de retrouver la présence d'arachide et le signalement en est la conséquence. Malheureusement, ça peut être mal interprété, mais enfin, malgré tout, il y a une présence inappropriée d'arachide dans le cas présent. Diapositive suivante. Elle doit arriver. Oui, tout à fait. Là aussi, je pense que c'est encore un exemple de présence d'un allergène. Également non signalé. De mémoire, il s'agit en fait d'un produit signalé sans gluten, qui contient en l'occurrence du sarrasin en particulier, et malheureusement, par défaut, en contient. Donc là, en fait, c'est une double erreur. On affirme au consommateur qu'il n'y a pas de gluten et en fait, on en met. Donc voilà, c'est un exemple relativement récent. Diapositive encore suivante. Je crois que j'ai dû prendre également un exemple de signalement de 2 allergènes manquants. Et il s'agissait de boulgour, tout à fait, contenant du gluten. Bon, si on sait que le boulgour quand même est à base de blé, on en déduit facilement qu'il y a du gluten, mais enfin, il y avait un étiquetage tout de même que l'on doit qualifier de défectueux, mais d'autre part, ne contenait pas de sulfite. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, concernant l'absence d'allergènes, alors là, c'est encore plus flagrant. D'une part, le produit est commercialisé avec des dénominations anglaises et de surcroît, il est fait défaut de la présence de céleri, de moutarde et de sésame, ce qui, bien entendu, augmente le nombre de sujets potentiellement allergiques. Diapositive suivante. Alors, pour ce petit rappel de cas tout à fait concrets, il y en a un autre que je n'ai pas cité, c'est le signalement d'allergènes présents sur l'étiquetage alors qu'ils ne le sont pas dans le produit fini. Bon, là, c'est par excès. Mais quelles sont les conséquences rapidement de ces erreurs d'étiquetage? C'est d'une part de la part du consommateur, bien entendu, le premier, c'est le risque pour sa santé et les conséquences que cela comporte pour l'industriel, les distributeurs, c'est le dernier point là. La deuxième, c'est la perte de confiance du produit. C'est d'autant plus embêtant que parfois le produit peut être nouveau et là, il peut être considéré comme borné. Et enfin, c'est la contre-publicité, autrefois par les médias, mais maintenant par la puissance et rapidité des réseaux sociaux qui ne vont pas manquer de faire part de ces erreurs. Sur le plan de l'industriel, vous avez bien compris que ça nécessite une prise de conscience rapide et une action rapide d'information du consommateur, du risque allergique et pour la santé de celui-ci, et qui convient à la fois soit de rappeler le produit et de le rembourser, soit de le détruire. Et il va sans dire de l'importance du coût financier, d'une part par cette action et par la non-vente du produit, bien entendu. Les deux derniers problèmes, c'est effectivement l'image de marque, tout à fait négative pour la société, et le ressenti de la part des salariés de cette dite entreprise.
Et enfin, je viens de le dire, c'est le risque de plainte de la part du consommateur, qu'il ait ou non des conséquences sur sa santé. Voilà, j'en ai rapidement fini sur les exemples d'erreurs d'étiquetage et je redonne la parole à Jean-François, mais alors visiblement, il y avait une diapositive qui est venue avant. C'était un problème de lisibilité qu'on aurait dû mettre. C'est celle-ci, en fait, parce que, merci Étienne, parce que, en fait, même si l'étiquetage est conforme à la composition du produit, en fait, on peut avoir des problèmes de lisibilité. Je vous ai mis ici quelques exemples. À gauche, un mascara, par exemple, pour lequel il y a à peu près 50 ingrédients mentionnés sur un peu moins de 2 cm², donc complètement illisible. L'ordre et l'individualisation des ingrédients peut également poser problème. Ici, un ingrédient particulièrement important et allergisant pour le patient en question qui figurait en dernier, ou du moins l'un des derniers dans la liste. Et puis, des problèmes de contraste également qui peuvent perturber la lisibilité de l'étiquetage. Diapositive suivante. Et pour compliquer en fait un peu les choses, il y a également donc le problème de l'étiquetage alimentaire de précaution qu'on a vu se développer au cours des dernières années, avec pour se couvrir la mention par les industriels et bon ça peut se comprendre, mais ça fausse quand même donc les choses pour le consommateur. La mention d'allergènes qui ne sont pas présents dans l'aliment, mais qui sont mentionnés pour éviter tout problème et parmi eux les allergènes étiquetage obligatoire. Les plus fréquemment mentionnés par précaution, plus qu'utilisés, sont la noix, l'arachide, le sésame, les crustacés. Diapositive suivante. Donc, compte tenu de toutes ces difficultés que nous connaissons pour nos patients, nous avons, allergologues, réfléchi très tôt à la façon dont on pouvait améliorer le quotidien de nos patients allergiques en particulier et des consommateurs en général. Et dès 2009, nous avions créé un site internet, eSafe, donc c'est la contraction de EasySafe, administré par des professionnels de santé, dont 5 médecins allergologues, pour délivrer des informations objectives et scientifiquement validées. On y tenait concernant les ingrédients des produits alimentaires et cosmétiques, parce que l'information, nos patients vont la chercher justement sur Internet et elle n'est pas toujours ni objective ni scientifiquement validée. Et puis très rapidement, je pense que ça a été l'une des premières applications mobiles de ce type. Nous avons créé l'application eSafe Mobile, disponible gratuitement sur App Store et Play Store, qui permet en scannant le code barre d'un produit de visualiser la présence ou non d'un ou plusieurs ingrédients suivis par le patient ou le consommateur et de leurs caractéristiques. C'est-à-dire que nous faisons de la bibliographie régulièrement sur les différents ingrédients alimentaires et cosmétiques et essayons de donner des informations fiables sur ces différents ingrédients. Diapositive suivante. Alors, eSafe est donc non pas une application qui va orienter vers l'achat de tel ou tel produit, mais qui va aider à la lecture des étiquettes. Donc, vous avez vu qu'elle est parfois difficile. Pour rechercher un ingrédient dans un produit, pour obtenir des informations sur un ingrédient, et son renseignement pour l'instant est semi-communautaire parce que, bon, compte tenu de nos activités, nous n'avions pas la possibilité de contacter facilement les industriels pour les associer à notre démarche. Et donc, lorsqu'un produit n'est pas référencé, après scan de code barre, le patient peut, du moins le consommateur, peut nous envoyer une photographie de sa composition. Et via le back-office, dont vous voyez quelques copies d'écran ici, nous réintégrons cette composition. Donc, de cette façon-là, la saisie n'est pas directe par le consommateur pour éviter un risque d'erreur. Et nous associons à ces ingrédients des synonymes dont l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, Pecorino, deviendra dans notre base de données lait de brebis pour qu'il puisse être reconnu comme tel par l'application lorsqu'on scannera le produit. On peut également créer des familles d'ingrédients parce qu'il existe des allergies croisées entre certains allergènes. Et par exemple, on pourra créer une liste d'ingrédients parfums ou une liste d'ingrédients légumineuses pour que quelqu'un allergique à l'arachide se voit quand même signifier la présence de lupin, par exemple, dans un produit. Diapositive suivante.
Alors, je vous ai dit donc que ce renseignement, pour l'instant, est semi-communautaire, mais avec les médecins de l'ARCA et leur expertise et avec pardon, le concours d'Airlab, en fait, nous lançons une démarche qui s'appelle Transparence contrôlée sur eSafe avec l'expertise des médecins de l'ARCA pour associer les industriels et associer également les consommateurs dans une démarche qui fiabilisera, qui sécurisera et qui actualisera plus rapidement les fichiers de données d'eSafe. Les partenaires qui seront intéressés pourront renseigner directement le fichier code barre composition des produits en remplacement du référencement semi-communautaire de leurs produits qui se fait actuellement. Et cette démarche vise également à faciliter les échanges entre professionnels de santé ou de la dermocosmétique, les industriels et les consommateurs. Avec quel objectif finalement, puisque si on reprend le terme transparence contrôlée, c'est reprendre le contrôle sur une information qui sera validée plutôt que de voir certaines informations fausses circuler sur Internet notamment. Et puis, de façon un peu humoristique, on dira qu'on peut maintenant essayer de rendre visible la transparence et notamment la démarche de transparence dans laquelle s'engageront certains industriels. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vois qu'on a relativement peu de temps pour les questions, mais c'est vrai qu'on a eu quelques soucis de connexion. Je ne sais pas si Patrick, tu as eu des questions à poser, peut-être en privilégiant d'abord les questions pour Maître Lepage, qui doit partir absolument à 1 heure, je crois. Alors, je n'ai pas de questions pour Maître Lepage, mais en revanche, j'ai Yann Bollot de l'EACI qui signalait qu'il y avait le lancement européen d'une enquête sur la télémédecine. Éventuellement, si vous avez une information pour leur faire passer, mais je crois qu'elle est en plus, elle est dans toutes les langues, elle est en français, elle est lancée aujourd'hui d'ailleurs en français. Il y a d'ailleurs un site. Et j'avais également une question du docteur Françoise Leprince en disant, dans les gares, dans les métros, il y a des diffuseurs d'odeurs. Quelle est l'action qu'on pourrait mener sur ces parfumeurs, ces diffuseurs de parfums qui sont très souvent problématiques? Voilà les questions aujourd'hui que je peux vous communiquer. Alors, concernant les diffuseurs de parfums, je pense qu'on est dans l'autre volet que gère l'ARCA, Airlab, qui est celui de la pollution de l'air finalement, puisque les parfums et diffuseurs sont plutôt une pollution comme une autre. En termes de composition, je ne pense pas que l'on puisse apporter quelque chose en affichant la composition des parfums en question, parce que ça va surtout intéresser des personnes allergiques. Alors qu'en fait, cette diffusion des parfums va plutôt jouer un rôle par irritation sur les voies respiratoires. Je pense que, je ne sais pas ce qu'en pense Édouard et Étienne. Mais... Oui, non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ça va être, au niveau quantité, ce sera quand même dans des grandes surfaces, des grands volumes. Et il faut voir, oui, qu'est-ce qu'ils utilisent, à quelle fréquence. Mais ça risque d'être plus irritatif qu'allergique. Et sur le lancement de la campagne de l'EACI, est-ce que vous avez quelque chose à préciser? Alors, c'est un questionnaire qui est tout simple, qui est adressé à tout le monde, donc que ce soit les Français ou les autres Européens. Donc ça, j'encourage en fait tous les patients qui peuvent. Ça prend 1 minute. Hein. Il y a une vingtaine de questions. À chaque fois, c'est des clics. Ça va très vite. Donc c'est le nom, l'adresse. Est-ce qu'ils ont un smartphone? Est-ce qu'ils ont un ordinateur? Est-ce qu'ils ont déjà fait des téléconsultations? Et si oui, comment? Donc ça va très très vite. L'idée, c'est de faire une première enquête, déjà un peu prospective, savoir qui fait quoi, est-ce que les gens sont déjà au fait, est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils en pensent, pour pouvoir ensuite leur proposer des choses. Mais ça, dans le domaine de l'allergologie, parce que pour l'instant, il y avait des choses générales pour les patients globalement, est-ce qu'ils ont déjà fait des téléconsultations, mais il n'y avait rien eu de fait au niveau européen, juste pour la télémédecine, la téléconsultation. Donc ça, c'est une première. Donc si les gens peuvent y répondre, ça permettra d'avancer un petit peu et d'avoir des infos là-dessus. Et c'est une campagne qu'on va relayer, c'est une campagne qu'on va relayer via nos structures, en fait, que ce soit syndicat, Naforcal ou Société française d'allergologie. Bon, il y avait également une remarque de Françoise Leprince sur le fait de pouvoir faire une publication sur la différenciation des allergènes et des produits bio qui contiennent bien souvent donc des allergènes et les consommateurs étant persuadés qu'en achetant bio, évidemment,
mieux toléré, même chez les allergiques. Oui, tout à fait. Oui, il y aura cette possibilité parce qu'on en voit régulièrement des exemples. Alors, il y a des produits bio qui contiennent aussi des substances chimiques, hein, donc, et même parfois beaucoup. Et puis, un exemple tout récent que j'ai eu d'un patient allergique au pollen de bouleau qui a fait une très forte, enfin, c'était une patiente qui a fait une très forte réaction du visage après application d'un cosmétique bio qui contenait des bourgeons de hêtre. Et donc, en fait, il y a là une réaction croisée en fait entre donc le boulot auquel elle est sensibilisée sur le plan respiratoire et les bourgeons de hêtre présents dans le produit en question. C'est une information qu'on peut lui délivrer via des applications. Qu'on appelle allergie croisée. Hein, qu'on appelle allergie croisée. En fait, les défenses fabriquées contre le boulot par la patiente se trompent de cible et reconnaissent le hêtre par erreur. Et j'ajouterais pour compléter ce que dit Jean-François, c'est que paradoxalement, les produits bio contiennent plus souvent des allergènes vis-à-vis desquels le patient souffrant d'allergie croisée va être plus importante, puisqu'il ne faut pas oublier que ces molécules sont des molécules de défense. Et en l'absence de l'aide qu'on pourrait, entre guillemets, qu'on pourrait apporter au végétal par l'administration d'insecticides ou de produits phytosanitaires, eh bien, la plante se développe elle-même et va fabriquer plus de types de protéines comme ça. Elles sont théoriquement, il y a eu quelques publications, plus allergisantes que les autres. Le paradoxe. Et notre problématique n'est pas de stigmatiser tel ou tel produit, mais simplement de donner une information au consommateur qui n'a pas d'ailleurs besoin de la même information que son voisin, hein, donc, parce qu'il ne souffre pas des mêmes choses ou il ne s'intéresse pas forcément aux mêmes ingrédients, mais donc de donner une information qui lui permet de choisir lui-même en fonction donc de ses préférences ou de ses contraintes, de choisir lui-même le produit qui lui convient. Donc, on n'a pas vraiment vocation à stigmatiser tel ou tel produit ou à donner comment dirais-je, des notes en fait à un produit que sur un algorithme qui nous serait propre. En fait, l'idée est d'améliorer la compréhension donc, et la visibilité et la transparence en termes d'étiquetage. Et la prise de responsabilité du consommateur pour choisir son produit en connaissance de cause. Toute connaissance. Bon, ben, je crois qu'on arrive à la fin, il est 13h02, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier Corinne Lepage, il n'y a pas eu de questions sur le domaine réglementaire, mais en tout cas, je vous remercie, ainsi hein, donc Édouard, Jean-François Fontaine et Étienne, qui également a eu des petits soucis techniques. Désolé d'ailleurs des différents petits soucis techniques qu'on a eu. C'est de fait les risques de nos réseaux et de la fluidité qu'on peut obtenir en utilisant donc nos systèmes de webinaire. Merci donc à vous tous et à très très bientôt. Merci Patrick pour interrompre cet enregistrement. Merci à toi. Merci à tous, au revoir. À bientôt, on se rappelle. À tout de suite. Oh, le stress, ne me faites plus le coup là, hein, parce que. Ouais, non, mais c'est fou ça. Tu vois, je suis assis dans l'herbe face à l'hôpital, mais ça finit par marcher parce que j'avais coupé volontairement. Alors, Marc, ça aurait pu le laisser, ça aurait pimenté les choses. Non, mais je voulais gagner du flux pour avoir une